bataille, cimetières, fortifications, musées. La France possède un patrimoine militaire unique, sans équivalent dans le monde. Traces de l'histoire, ces lieux intéressent les visiteurs à la fois pour le cadre fabuleux qu'ils peuvent offrir, mais aussi et surtout pour les histoires qu'ils racontent. Longtemps méconnus, ces lieux de mémoire suscitent aujourd'hui l'intérêt du grand public. Quel est le rôle du ministère des Armées dans le domaine ? Comment arrive-t-il à attirer et impliquer les jeunes générations et comment faire vivre ce devoir de mémoire ? Pour ce nouveau numéro du Journal de la Défense, nous vous invitons à découvrir 5 lieux emblématiques du patrimoine militaire, vestiges des conflits passés. Deuxième acteur culturel de l'État, après le ministère de la Culture, le ministère des Armées possède un vaste patrimoine mémoriel. Son entretien et sa valorisation sont placés sous la responsabilité de la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives. Cet organisme a pour objectif de permettre au plus grand nombre de mieux comprendre les enjeux passés, présents et à venir du monde contemporain. Le tourisme de mémoire est un tourisme particulièrement important dans notre pays, qui prend de l'ampleur. Notre rôle est double. D'abord, entretenir, valoriser, restaurer les lieux de mémoire, par exemple les 275 nécropoles, les 2200 carrés militaires. Nous avons aussi toute cette histoire du monde combattant au travers de ces hauts lieux de mémoire. Ils sont bien sûr de notre responsabilité, c'est nous qui les entretenons, c'est nous qui les restaurons. Le ministère soutient cette initiative qui permettrait peut-être, en 2021, d'inscrire le front de l'Ouest de la Première Guerre mondiale au patrimoine de l'UNESCO. Par ailleurs, le ministère des Armées soutient les initiatives locales des différents acteurs que peuvent être les collectivités territoriales ou bien les associations ou même d'ailleurs des partenaires étrangers dans le tourisme de mémoire. La première étape de notre voyage dans l'histoire débute dans l'est de la France, à Gravelotte, à quelques kilomètres de Metz. C'est ici qu'est né le tourisme de mémoire au lendemain d'un des premiers conflits contemporains, la guerre franco-allemande de 1870. Une guerre souvent oubliée qui connut pourtant des combats d'une rare violence. Gravelotte fait partie des batailles autour de Metz qui se sont déroulées entre le 14 et le 18 août 1870 et ça va être un moment véritablement important dans l'histoire de cette guerre. C'est un des endroits où on aura le plus de morts et de disparus, entre 65 000 et 70 000, tant du côté français que du côté allemand. Et c'est surtout un endroit dans lequel on va se battre pour pouvoir garder ces territoires français, le territoire de la Moselle notamment. Ils ont fait des croquis. Du côté français, mais également du côté allemand, on va se retrouver avec une volonté de rendre hommage à ces victimes, à ces héros, même si du côté français on a pu perdre, on considère quand même que ce sont des héros. Et on va petit à petit essayer d'imaginer quelque chose pour leur rendre hommage. C'est à partir de là que vont naître les cimetières militaires, vont naître également les nécropoles. La Halle du Souvenir est le seul monument d'envergure qui a été construit par les Allemands, ou même entre les deux nations, pour rendre hommage à l'armée allemande d'un côté et à l'armée française de l'autre. En fait, dès la fin des combats de 70, on décide d'essayer de réunir les victimes de cette guerre en un seul et même lieu. Et en 1918, donc, au moment où l'armistice est déclaré, assez rapidement, on va avoir une levée des Français qui vivaient sur ces territoires, sur Metz et les environs, qui vont s'en prendre à l'ensemble des monuments qui ont été érigés pendant l'annexion. Vous allez avoir la Halle du Souvenir qui va être criblée de balles en partie à partir de 18. Les statues à l'intérieur, les bustes, les médaillons en bronze vont être renversés, vont être fondus, vont être détruits. On va avoir un regain d'intérêt de la France pour cette Halle du Souvenir après 1918 qui va être en fait dans l'idée de la francisation de cette zone anciennement annexée, avec également toute une série de cérémonies qui vont être réalisées. Pour autant, on gardera en parallèle les stèles allemandes et on gardera aussi les tombes qui ont été érigées par les familles des victimes allemandes dans ce même cimetière. Encore aujourd'hui, des touristes allemands se rendent à Gravelotte pour rendre hommage à la mémoire de leurs anciens combattants.
Nous avons beaucoup de touristes allemands qui viennent. Ils apprécient effectivement de comprendre cette part d'histoire et la mise en œuvre et la mise en valeur, si vous voulez, de cette partie de l'histoire franco-allemande est très appréciée outre-Rhin. Parce que la mémoire est quelque chose qui doit se travailler au quotidien, c'est quelque chose effectivement qui doit se transmettre. Donc on travaille énormément et on essaie de travailler de plus en plus avec les écoles, on essaie de travailler de plus en plus avec les collèges pour que cette transmission se fasse et pour que cette histoire de la Moselle et de la Lorraine et on va dire de l'Est de la France soit plus connue parce qu'elle le mérite. Le musée a ouvert ses portes en 2014 avec l'objectif de continuer de parler de ce conflit, de cette guerre qui est considérée comme étant la mère des deux autres guerres mondiales, et puis faire en sorte que l'on n'oublie pas du tout ce qui s'est passé, pour montrer également à quel point cette guerre de 70 a eu des échos non seulement au niveau local, au niveau national, au niveau européen. Il va faire se poser aussi la question tout simplement d'une construction européenne avant l'heure. Transmettre de manière vivante une histoire et un patrimoine commun à deux pays, c'est également l'objectif d'un autre lieu emblématique des armées, le Hartmann-Willerkopf. Les poilus l'appelaient la montagne mangeuse d'hommes. Situé dans le massif des Vosges, ce lieu a été le théâtre d'affrontements féroces. Français et Allemands s'y sont violemment battus pendant la Première Guerre mondiale. De là-haut, on a une vue à 180 degrés sur la plaine d'Alsace. On y voit la frontière suisse, mais aussi vers la ville de Colmar. Et ce qui était intéressant pour les Français, c'est aussi la ligne de chemin de fer Mulhouse-Colmar-Fribourg ou Mulhouse-Colmar-Strasbourg. Parce que du côté allemand, tout venait par le chemin de fer. Et donc c'était important de bombarder cette ligne de chemin de fer. Pour ce faire, il fallait placer des officiers pour régler le tir d'artillerie. Parce qu'ils envoyaient les obus de à peu près 7-8 km. Et pour toucher une ligne de chemin de fer, c'était pas évident. Voilà, ce rocher était bien adapté à tout ça. Donc l'enjeu, c'était le rocher panorama. Porte d'entrée sur le Hartmann-Willerkopf, l'historial franco-allemand retrace l'histoire de la Grande Guerre en Alsace. Il sert de trait d'union entre la nécropole, qui abrite 6 ossuaires et les tombes de plus de 1200 soldats, le monument national composé d'un hôtel de la patrie et d'une crypte, véritable cathédrale souterraine, et le champ de bataille, l'un des mieux conservés de la Première Guerre mondiale. Le sommet, avec sa crête sommitale, a changé en 1915 8 fois de côté. 8 fois. Une fois c'était allemand, une fois c'était français. Évidemment, des combats très durs, avec des pertes énormes, d'un côté comme de l'autre. Et le dernier combat, le premier jour, a été gagné par les Français, avec l'aide de l'ensemble du régiment du 15-2, les fameux Diables Rouges. Mais malheureusement, ils ont été tournés par le 8e Jäger allemand, et puis c'était la défaite. Mais une défaite sanglante. Enfin, ils ont compris, à partir de mi-janvier 1916, que là-haut, il fallait s'arrêter. Ça coûtait beaucoup trop de vies humaines. Ils se sont enterrés définitivement. Les Allemands côté nord-est et les Français côté sud-ouest. Il s'est resté ainsi jusqu'en fin de guerre. Un peu plus de 100 ans après, les nouvelles recrues du 152e régiment d'infanterie sont mobilisées pour participer au maintien du champ de bataille et de ses tranchées. L'occasion pour elles de découvrir ce lieu emblématique de l'histoire de leur régiment et d'apporter leur pierre à la préservation de son patrimoine. Pour bien savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et nos jeunes ne connaissent pas forcément l'histoire du régiment en franchissant ses portes. Et c'est pour cela qu'on les invite à feuilleter l'album de famille en salle d'honneur au quartier. Et puis, ce qui est beaucoup plus sympathique, c'est de le visiter in situ. J'avais jamais visité ce lieu et c'est vrai qu'en arrivant ici, c'est très impressionnant. On se rend compte de tous ces vestiges qu'il y a, qui sont encore assez bien préservés. Et c'est vrai qu'on se sent tout petit. C'est impressionnant de s'imaginer les soldats qui étaient ici à l'époque, qui ont combattu. Et c'est une certaine fierté aussi. On est un peu les descendants de ces anciens du 15-2 qui étaient là. Nous, on participe à la restauration, donc ça permet déjà d'entretenir la mémoire du lieu, ce qui est très important. Et puis ça permet aussi aux marcheurs de pouvoir emprunter les sentiers en toute sécurité et pouvoir marcher dans les pas des anciens combattants qui étaient là. C'est un devoir de mémoire. Aujourd'hui, on a tendance à oublier vite avec les nouvelles technologies.
Donc à travers les anciens qui sont là, ils nous racontent un peu. Et ça permet de véhiculer le message du passé. Les soldats ici avaient entre 20 et 30 ans. À 17 ans, on pouvait entrer à l'armée. Comment expliquer à des jeunes tout ça? C'est souvent difficile. Donc le devoir de mémoire, c'est une explication. Essayer de transmettre ma mémoire à la jeune génération. Je trouve que c'est important. Et tant que je pourrai, je le ferai. Déjà, on a une indication. Enjeu majeur pour le ministère des Armées, ce tourisme de mémoire a aussi un rôle civique et pédagogique pour la transmission du patrimoine mémoriel, notamment vers les jeunes générations. On fait du tourisme de mémoire pour sensibiliser les jeunes, pour les utiliser comme passeurs et pour leur inculquer les valeurs qui sont les valeurs combattantes, l'engagement, l'héroïsme, le dévouement pour autrui, et puis les valeurs de la résistance, c'est pour faire court, liberté, égalité, fraternité. Tout ce qui est en particulier rééducation. Ces jeunes, nous les soutenons sur le plan pédagogique. En partenariat avec l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture, un certain nombre de lycées, plus de 600, font des propositions qui consistent à faire travailler les jeunes sur une thématique particulière en lien avec la mémoire. D'ailleurs, cela concerne effectivement un projet en classe, mais souvent une visite sur un site mémoriel. À partir du moment où nous trouvons que ces projets sont intéressants, nous les subventionnons. En gros, nous subventionnons environ 900 projets chaque année. Et dans le cadre du service national universel, les jeunes participeront à des modules obligatoires d'une journée, dont un spécifiquement consacré au devoir de mémoire. Il s'agirait de montrer aux jeunes pourquoi il est toujours utile, comme autrefois avec nos anciens, de s'engager pour la patrie, quelle est la véritable signification de la participation à une commémoration. L'histoire ne s'apprend pas que dans les livres. Elle devient plus vivante sur les lieux qui l'ont faite, comme ici au mémorial du Mont Faron à Toulon, où nous retrouvons une classe de CM2. Dans cet écrin de verdure est retracée une page essentielle de la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement de Provence du 15 août 1944. Totalement rénové en 2017, le mémorial du Mont Faron propose un voyage dans l'histoire à travers des guides de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC-VG. Le mémorial explique tout le débarquement de Provence, donc ce qu'on appelle l'opération Dragoon, et toute la campagne de libération de la Provence, qui s'étale entre le 15 août 1944 et le 28 août 1944. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est transmettre. C'est transmettre les valeurs, effectivement véhiculées par le ministère des Armées. C'est transmettre ces valeurs républicaines. Et bien entendu, c'est faire aussi transmettre ma passion de l'histoire pour les jeunes générations. Alors aujourd'hui, on va étudier un événement de la Seconde Guerre mondiale qui est très important, le débarquement de Provence, effectivement. Est-ce que vous connaissez des grands personnages de la Seconde Guerre mondiale? Vas-y. Voilà, Adolf Hitler. Alors, parmi les alliés, qui est-ce qu'il y avait? Churchill, effectivement, c'est le Premier ministre de la Grande-Bretagne, d'accord? Et le dernier, qui est américain, Roosevelt, voilà. Donc, ces jeunes générations sont très intéressées par le mémorial parce que la scénographie étant très contemporaine, c'est une génération qui a l'habitude des vidéos, de l'audio et qui se reconnaît dans toute cette scénographie. Vous parlez des uniformes qui sont là. Je vais t'expliquer un peu aussi. Le canonnier, c'était celui qui tirait les canons sur un navire. Dans l'après-midi du 16 août, les troupes françaises entrent en action. Les premiers contingents de l'armée du général Delattre de Tassigny foulent les plages de Cavalère et de la Croix-Valmer. Alors qu'il était prévu de libérer Toulon à J+20 et Marseille à J+40, le plan s'accélère. Je crois que ça a vraiment un réel intérêt, une plus-value pédagogique intéressante parce qu'on passe d'un savoir qui est très théorique en classe et une mémoire un peu auditive à un savoir qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus réel. Et on fait appel à leur mémoire visuelle, donc ils se projettent, ils voient les choses et ils passent d'une théorie à une réalité concrète, à l'histoire qui est l'histoire de la France. Donc en ça, voilà, c'est pour eux une capitalisation du savoir. À l'école, on apprend ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et puis après, là, on comprend les tenues, comment c'était, comment à peu près ils ont attaqué. On apprend de petites choses sur la géographie, on apprend des choses en plus.
J'ai trouvé les élèves très captivés, c'est vrai que ça leur parle, je pense que ça sollicite aussi tout leur sens. Donc je sais que j'ai des élèves qui sont déjà passionnés d'histoire et là je crois que ça prenait sens aussi et particulièrement parce que c'est local, donc c'est dans leur région et c'est vrai que ça les touche personnellement. Le Mont Faron, avec 8 autres sites, appartient à ce qu'on appelle les hauts lieux de la mémoire nationale. Sites de recueillement, de commémoration et de transmission, ces mémoriaux incarnent le souvenir de ceux qui ont combattu pour la France. Notre prochaine étape nous amène justement à la découverte d'un de ces lieux, le Mémorial national de la prison de Montluc. Haut lieu de la mémoire nationale depuis 2010, Montluc est aussi la seule prison contemporaine visitable. C'est un lieu exceptionnel qui a traversé une grande partie du XXe siècle puisque la prison a été construite en tant que prison militaire en 1921 et qu'elle a fermé donc, en février 2009 en tant que maison d'arrêt pour femmes de la ville de Lyon. Le site a été protégé particulièrement pour son histoire de la Seconde Guerre mondiale. D'abord utilisé par la Troisième République comme prison militaire. On a ensuite une utilisation sous le régime de Vichy. On a notamment des résistants qui sont déjà emprisonnés ici à l'époque. Puis en 1943, une réquisition par les autorités militaires allemandes avec un lieu qui va devenir principalement un espace de transit pour des personnes juives, résistantes, otages, majoritairement déportées après leur passage dans ces murs. Et également un certain nombre de massacres de prisonniers sur les derniers mois avant une libération par la résistance. Sous l'occupation allemande, 10 000 personnes transitent entre ces murs. Au printemps 1944, la prison est surpeuplée, 1300 internés pour une capacité de 127 places. Montluc constitue alors la première phase du processus de déshumanisation voulu par les nazis. Une antichambre vers la déportation et les exécutions. Depuis l'ouverture du mémorial, il y a un gros travail qui a été fait pour permettre d'identifier ce lieu vraiment en tant que lieu de la Gestapo, lieu d'internement et notamment de recréer le lien aussi dans l'esprit des Lyonnais avec l'histoire de Klaus Barbie puisque le procès de l'ancien chef de la Gestapo à Lyon en 1987 a laissé des traces dans beaucoup de mémoires chez les Lyonnais. Il s'agit à la fois d'entretenir la mémoire du lieu, mais d'être aussi un site d'histoire. On accueille de nombreux visiteurs différents, notamment une grosse partie de public scolaire. On a mis en place des ateliers à partir de documents d'archives qui permettent aux élèves de retracer l'histoire d'internés de la prison de Montluc. On a aussi pour mission d'entretenir la mémoire des internés qui sont passés ici. On fait encore intervenir certains survivants. Parmi eux, Jean Monin. À l'appel du 18 juin du général de Gaulle, il entre dans la résistance. Avec son père, il dissimule des armes et alerte ses camarades de l'arrivée des SS. Le 24 janvier 1944, il est arrêté par les Allemands et incarcéré à Montluc sous une fausse identité. Il y restera 1 mois avant d'être transféré au camp de Mauthausen, en Autriche. Jean n'a que 16 ans et demi. Dans une cellule, de 4 mètres carrés, j'ai découvert mes compagnons d'infortune, au nombre de 7, il y avait 7, je faisais le 8e. Les questions commencent. D'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu es arrêté? C'est toutes ces questions qui sont désagréables. Et aussi, la première chose, retourne tes poches, savoir s'il y a du tabac. Parce qu'il faisait des cigarettes avec du papier journal. Jean a conservé un vif souvenir de ses conditions de détention. Passeur de mémoire, il a posé son témoignage sur le papier. Ma fausse carnalité, pour moi, il fallait que je passe inaperçu. Il fallait absolument. Ma grande préoccupation, c'était d'être toujours sur mes gardes. Vous voyez, quand j'entendais au premier étage les gardes qui arrivaient, comme ça fait, la résonance. Et quand ils arrivaient, des fois c'était à la porte avant, n'importe, j'ai décidé, Jean Monin, tu restes stoïque. Il y a tout un schéma qui se crée, mais vous savez, quand vous avez vu la mort en face, vous étiez à la vie. Couché sur une paillasse, à même le sol, tête bêche, la promiscuité, les besoins dans la tinette, ça aussi, c'est terrible. Il faut des hommes, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment l'abaissement de l'être humain. L'attention permanente qui reste dans la cellule, dans une atmosphère de méfiance collective, qu'il est toujours possible qu'il y ait un mouton dans une cellule. Un gars
qu'il a, mais qu'on met pour écouter ce que disent les uns les autres. C'est pour ça qu'il fallait une discrétion. On communiquait avec les cellules à côté. Il y en a qui faisaient du morse, qui connaissaient, ils communiquaient en tapant contre la colonne, parce qu'on entend, hein, je sais pas si vous voulez. Et puis contre les tuyaux. Le gars qui est mort, on ne connaît pas le morse. Voilà. Mais quand vous aviez dans les cellules, les gars qui étaient appelés, ils étaient ou avec les bagages, ou sans bagages. Sans bagages, c'était être fusillé. Et c'est avec bagage, c'est qu'ils partaient en camp de concentration. Mais nous, on n'avait pas de bagages, nous, les résistants. Moi, j'avais ma veste, mon pantalon, c'est tout ce que j'avais. L'espoir, l'espoir, toujours l'espoir. Jamais baisser les bras. Jean Monin s'est éteint peu de temps après notre rencontre. Il avait 92 ans. Pour clore ce tour d'horizon du tourisme de mémoire, direction le Vercors. C'est ici que se trouve la plus petite nécropole nationale du territoire. Situé à 1600 mètres d'altitude, ce cimetière est aussi le plus difficile d'accès. Pour y parvenir, il faut gravir un sentier rocailleux et pentu pendant 1h30. Sportifs, curieux, amoureux d'histoire et de nature, ils sont 50 000 randonneurs à l'arpenter chaque année. 8 tombes ont été érigées là-haut, en hommage aux actes de bravoure des résistants à l'été 1944. Le site est entré sous le giron de l'État en 2018. Il se trouve qu'à Mins, qui est une ville à une vingtaine de kilomètres de Chichiliane, était constituée une compagnie civile d'une vingtaine de jeunes. Donc le 19 juillet, ils vont prendre position ici au pas de l'Aiguille, sur cette falaise qui était censée être infranchissable, qui était une barrière de cette forteresse naturelle qui est le Vercors, où il fallait du coup protéger les différents pas, les différents accès qui étaient possibles au sein de cette falaise. Des troupes de montagne de l'armée allemande spécifiquement entraînées vont assaillir le massif par ces fameuses crêtes. Donc l'ennemi, attendu par le petit sentier qu'on emprunte pour arriver jusqu'ici, prend à revers les maquisards qui vont d'abord se replier dans la grande grotte, mais sachant qu'ils vont être à découvert à partir du moment où les Allemands vont descendre sur le vallon, vont se réfugier dans cette petite grotte. Ils vont être 18 à tenter la sortie, tenter le tout pour le tout. Et à la faveur de la nuit, à la faveur du brouillard, vont réussir à sortir et à se retrouver en bas dans la vallée, toujours ces mêmes 18 personnes. Et pour les habitants de Chichiliane, le pas de l'Aiguille a une signification toute particulière. Le pas de l'Aiguille, c'est un lieu historique, mais que les gens connaissent. Les anciens aujourd'hui ont entendu les combats qui sont déroulés ici, ont accueilli les résistants et les ont orientés. C'est l'histoire vivante chez nous. Et les employés municipaux, c'est leur père qui a fabriqué ce site. Donc pour nous, c'est pas une histoire des livres, c'est pas une histoire de concept, c'est une histoire personnelle des gens. Et quand on fait les cérémonies ici, les évocations sont presque des invocations parce que du coup, on voit d'où sont arrivés les Allemands, on voit où se sont cachés. Dans tous les cas, il y a un esprit qui perdure dans ce lieu à travers les gens, à travers les solidarités et à travers l'investissement. C'est entretenu par des volontaires ou par les employés communaux. Les gens font ça avec cœur. Pour bien saisir les combats dans le massif du Vercors, il faut aller visiter les 2 autres sites emblématiques de la mémoire nationale, Saint-Nizier du Moucherotte et Vassieux-en-Vercors. Au total, 600 maquisards et 200 civils y ont perdu la vie durant la Seconde Guerre mondiale. Par la richesse du patrimoine dont il est responsable, le ministère des Armées est un acteur incontournable du tourisme de mémoire. 12 millions de visiteurs se sont rendus l'année dernière sur les lieux emblématiques du patrimoine militaire. Un intérêt croissant lié aux dernières grandes commémorations des 2 conflits mondiaux, mais aussi au travail continu mené par le ministère et ses partenaires en matière de tourisme de mémoire.